Bonsoir. Je vais commencer par vous lire un extrait du livre de Titiou Lecoq, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Au Moyen Âge, reines et chevaleresses exercent le pouvoir. Commençons avec un nom qui n'est pas sans rappeler l'odeur du stylo à encre et les cahiers grands carreaux à marge. Les Mérovingiens, ou plus exactement, comme on dit désormais, les Francs. Pour le plaisir de nos oreilles, égrénons quelques noms de reines franques. De plus, ça pourrait toujours servir aux personnes à court d'idées de prénoms pour une enfant. Basine, Suavegoth, Ultrogoth, Ingonde, Radegonde, Déotéria, Vultrade, Méroflède, Frédégonde, Ragnétrude, Vulfégonde et bien sûr Brunehaut, également appelée Brunehilde. À ce stade, peut-on sérieusement envisager de ne pas évoquer cette dernière, la grande Brunehaut, 546-613, la première reine de France, celle qui a dominé les territoires francs pendant près de 40 ans et qu'on a, vous commencez à connaître la rengaine, complètement oubliée? Peut-on sérieusement envisager de ne pas l'évoquer? Non. Ô vous, médiévistes, laissez ici ce livre et pardonnez-moi mes offenses. Accrochez-vous, parce que la vie de notre reine Brunehaut n'a pas été un petit voyage paisible sur les rives d'une douce existence. D'abord, Brunehaut n'est pas n'importe qui. Son père s'appelle Athanagilde Ier, roi wisigoth en Espagne, sa mère Goswinthe. Comme on dit de nos jours, Brunehaut bénéficie d'un bon capital socio-culturel et elle est très intelligente. À l'époque, le royaume des Francs est divisé entre plusieurs rois. Il faut dire que les règles de succession sont pas très claires. Longtemps, le choix du roi se fait par élection, puis on passe à un système héréditaire, mais il vaut toujours mieux se mettre les autres chefs dans la poche. Sauf que le système héréditaire se veut égalitaire. Autrement dit, dès qu'un roi meurt, on découpe le royaume en petits morceaux pour en donner un bout à chacun de ses enfants. À l'époque qui nous occupe, 4 frères se partagent le territoire avec chacun une capitale. Sigebert à Reims, Chilpéric à Soissons, Caribert à Paris et Gontran à Orléans. Pour ne rien arranger, on peut avoir plusieurs épouses, même pas nobles. Mais voilà, Sigebert Ier a davantage d'ambition que les autres. Il décide de ne pas faire comme ses congénères qui se marient avec la première servante venue. Il a cette idée géniale d'épouser une princesse pour asseoir son pouvoir. Il repère donc la fille de ce bon vieux Athanagilde Ier et en 566, Brunehaut et Sigebert Ier se marient. Ensemble, ils ont 2 filles, répondant aux doux prénoms de Ingonde et Clodoswint, et un fils, Childebert, que nous rebaptiserons Junior pour davantage de clarté. J'espère que les médiévistes ont vraiment arrêté de lire. Il se trouve que l'un des frères de Sigebert, le nommé Chilpéric, veut également se marier. Et il se dit qu'il ferait bien comme Sigebert en épousant une meuf de la haute. Or, Brunehaut a une grande sœur, Galswinthe. Aussitôt dit, aussitôt fait, le frère et la sœur par alliance se marient. Mais ce que le frangin Chilpéric a oublié de dire, c'est qu'il est déjà en couple avec une certaine Frédégonde, une servante de sa première épouse qu'il avait répudiée. Moi, je dis que Galswinthe, elle aurait dû se douter que tout ça s'annonçait mal. Au début, le Chilpéric, il est bien content d'avoir épousé Galswinthe, surtout qu'il touche la dot. Mais au bout de quelques mois, semaines, jours, il la trouve gênante. Il décide donc de s'en débarrasser. Il demande à un esclave de l'étrangler. Rip Galswinthe. Enfin, tranquillou pilou, il épouse Frédégonde, la servante. Sauf que voilà, Brunehaut, elle apprécie moyen qu'il ait tué sa frangine. Elle a un peu l'impression qu'il se pèse sa tête. Elle réclame justice, ou plutôt, elle déclenche la grande fête royale. Une fête, c'est un concept
pas trop complexe, qu'on appellera en bon français de nos jours une vendetta opposant deux familles ennemies. Comme ce sont des familles royales, concrètement, ça débouche sur une guerre. Brunehaut est très en colère. On sent qu'elle n'est pas prête de lâcher l'affaire. Alors son mari, Sigebert, a une bonne idée. Il va inviter son frère Chilpéric et leur autre frère, Gontran, à qui on va demander de trouver une solution pour sortir de ce pétrin. Gontran décide qu'à titre de compensation, comme Galswinthe est morte sans avoir d'enfant et que sa sœur Brunehaut est son héritière, eh bien Chilpéric va céder à Brunehaut les terres qui revenaient à Galswinthe, dont Bordeaux, Limoges et Cahors. Chilpéric fait genre que oui, super idée, faisons donc cela. Mais Chilpéric est diabolique. En réalité, il gagne du temps pour préparer une attaque surprise. Il lance une guerre contre Sigebert, son propre frère. Oui, bravo si vous avez réussi à suivre. Cette guerre en Aquitaine. Sigebert réplique, il y a des batailles, Sigebert l'emporte. Mais vous ai-je dit que Frédégonde et Chilpéric étaient vraiment hargneux? Les deux font assassiner Sigebert par des sbires. Débarrassé de Sigebert, Chilpéric prend Paris. Brunehaut, veuve, est faite prisonnière et exilée à l'autre bout du monde, à Rouen. Son fils Junior, âgé de 5 ans, est exfiltré et emmené en sécurité dans le royaume dont il hérite. Chilpéric profite du bordel pour asseoir son avantage militaire. Il envoie vers Poitiers, à la tête d'une armée, l'un de ses fils, un certain Mérové, né de son premier mariage. Mais allez savoir pourquoi. Mérové décide plutôt de marcher sur Rouen. On tremble pour Brunehaut. Que va-t-il advenir de notre héroïne? Eh bien là, attention, gros respect. On ne sait comment, Brunehaut se marie avec Mérové. Chilpéric est deg. Quand ta pire ennemie, qui était l'épouse de ton frère, que t'as fait assassiner, et la sœur de ta deuxième femme, que t'as fait assassiner, se marie avec ton fiston, ça te fout bien les boules. Elle est belle, la monarchie française. Mais attendez, c'est pas fini. Chilpéric réussit à capturer son fils Mérové. Il le fait tonsurer et ordonner prêtre à Metz. La double peine. Ensuite, Mérové s'échappe, mais il est assassiné. Et Brunehaut, elle parvient à rejoindre Junior à Metz. Là, elle magouille pour récupérer le pouvoir, vu que Junior est encore mineur. C'est pas tâche aisée. Les nobles lui signifient immédiatement qu'il est hors de question qu'une femme gouverne. Mais Brunehaut, dont je vous ai déjà dit qu'elle était extrêmement intelligente, sait jouer de diplomatie. Elle réussit à prendre la régence et commence à réformer le fonctionnement du royaume. De son côté, Frédégonde, l'ancienne servante devenue l'épouse du méchant Chilpéric, galère. Elle veut le pouvoir, mais pour cela, il lui faut un héritier à mettre sur le trône, ce qui implique deux choses. D'abord, se débarrasser de ses beaux enfants, ce qui est vite fait. Ensuite, réussir à garder l'un de ses propres enfants en vie, et ça, c'est pas gagné. Ils meurent les uns après les autres. Elle en vient à se demander si c'est pas Brunehaut qui les fait empoisonner. Alors, quand elle accouche d'un nouveau fils, Clotaire II, elle et Chilpéric décident de ne pas l'annoncer officiellement. Et tiens, l'enfant survit. Mais quelques semaines plus tard, après une partie de chasse, c'est Chilpéric qui est assassiné, sur ordre de Brunehaut. Frédégonde, veuve elle aussi, mais elle entre dans une situation de faiblesse. Elle passe les années suivantes à chercher des soutiens. Du côté de Brunehaut, ça va pas trop mal. En 585, Junior devient majeur, mais elle conserve le pouvoir effectif sans que cela ne dérange son fils. Elle négocie un traité avec Gontran. Au cas où un des deux rois, Junior ou Gontran, mourrait sans fils, l'autre hériterait de son royaume. Et tiens donc, Gontran meurt 5 ans plus tard. Junior étant donc son territoire, Brunehaut règne. Ce qui est drôle, c'est que pendant ce temps-là, Frédégonde règne aussi sur une autre partie du territoire. Elle occupe la régence pour son fils Clotaire II. À cette époque, la France est donc dirigée par des femmes.
Bien sûr, les deux vieilles ennemies se livrent des batailles agrémentées de moult coups bas dont je vous passe les détails. Mais voilà, en 596, Junior meurt empoisonné. Les soupçons se portent sur Frédégonde, sans qu'on ait de preuves formelles. Junior a quand même eu 2 fils, Tibère et Thierry, qui héritent chacun d'un bout de royaume. Puisqu'ils sont encore enfants, c'est Brunehaut qui assure une nouvelle fois la régence. Mais pas de chance pour elle, en grandissant, ses 2 petits-fils se font la guerre pour avoir l'Alsace. Oui, déjà. Tibère est assassiné, Thierry meurt aussi, mais de cause naturelle. Brunehaut prend encore la régence pour son arrière-petit-fils, ce qui explique que son règne dure 40 ans au total. Mais une partie de la noblesse la déteste. Faut dire que depuis le temps qu'elle est à la tête du territoire, elle a eu l'occasion de se faire un paquet d'ennemis. D'autant qu'elle cherche à unifier le royaume et à centraliser le pouvoir, ce qui fait perdre de leur influence aux nobles. Alors ils sont nombreux à rejoindre le camp de Clotaire II, le fils de ses ennemis jurés, Frédégonde et Chilpéric. Brunehaut est arrêté et livré à Clotaire II, qui a priori ne doit pas vraiment lui porter un amour immodéré, vu qu'elle était l'ennemi mortel de ses parents. Et je peux vous dire qu'il va savourer lentement sa vengeance. D'abord, il fait exécuter les arrière-petits-fils de Brunehaut, et puis il condamne Brunehaut à mort. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, parce que les spécialistes soupçonnent les récits de l'époque d'en rajouter un peu dans l'horreur. En tout cas, on raconte que Clotaire II livre Brunehaut à ses soldats pendant 3 jours. Elle a 66 ans, à la suite de quoi elle est mise à mort. Elle est attachée par les cheveux, un bras et une jambe à un cheval sauvage. Son corps est écartelé, déchiqueté, brisé. Il est ensuite brûlé. Ses restes sont enterrés dans l'abbaye Saint-Martin d'Autun qu'elle avait fondée. Et qui hérite du royaume après ses 43 ans de guerre vengeresse? Le fils de ce diabolique Chilpéric, Clotaire II. Que fait Netflix, sérieusement? Et sans transition, je vais vous lire... Je vais vous lire des extraits du recueil de poèmes composé par Digli. Je serai le feu. On m'avait fait lire Mallarmé, Valéry, Rilke, Ronsard, Rimbaud, Verlaine, Michaud, Baudelaire, Apollinaire. J'avais étudié leurs recueils en classe, glané quelques vers dans la bibliothèque familiale, mais jamais aucun poème de femme ne m'était passé entre les mains. Moi, féru de poésie et féministe engagée, qui m'évertue à promouvoir les œuvres littéraires des femmes, j'ai pris un immense coup en pleine figure. Où étaient les poétesses? Pourquoi n'avais-je jamais croisé leur route? Je fais plein de sautes. Donc, Digli rencontre Emily Dickinson. Et elle dit: après l'avoir découverte, je suis restée fascinée par cette poétesse pendant plusieurs mois. Son amour du détail et des choses minuscules, sa dévotion au silence et à la solitude, son retrait volontaire du monde, tout cela m'a mené, moi aussi, vers une vie plus lente, moins sollicitée. Je me suis penchée sur les figures d'exilés, de recluses, de mystiques ou d'anachorètes, et petit à petit, j'ai moi-même eu envie de tout quitter. Je suis partie m'isoler dans une abbaye bretonne en février 2020 afin d'écrire et de me reconnecter au vide. Et comme Emily Dickinson, je faisais sécher quelques fleurs cueillies à l'ombre des falaises que je glissais dans les lettres envoyées à mes proches. Maintenant, Emily Dickinson. Je me cache dans ma fleur pour me fanant en ton urne
t'inspirer à ton insu un sentiment de quasi-solitude. Il y a une langueur de la vie, plus menaçante que la douleur. C'est ce qui succède à la douleur lorsque l'âme a souffert tout ce qu'elle pouvait. Et maintenant, Rosemonde Gérard, dans Digley, puisqu'à chaque fois les poétesses sont présentées, il y a une biographie faite par Digley. Donc Rosemonde Gérard, féministe sans le dire, a lutté à sa manière, littéraire, contre l'invisibilisation et la disparition du travail de ses sœurs. À mon tour, j'emboîte le pas et tente de perpétuer ce rêve un peu fou de faire lire davantage de poésie et davantage de femmes. Le dernier rendez-vous. Et comme chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain, qu'importeront alors les rides du visage si les mêmes rosiers parfument le chemin? Songe à tous les printemps qui dans nos cœurs s'entassent. Mes souvenirs à moi seront les tiens. Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent, et sans cesse entre nous tissent d'autres liens. C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge, mais plus fort chaque jour je serrerai ta main. Car vois-tu, chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Vita Sackville-West. Donc Vita doit se marier, c'est fait, elle a le mari, mais elle est frileuse à l'idée de s'enchaîner à un homme. Mais avec le mari, il conclut un pacte malin. Il aime les hommes, elle aime les femmes. Leur union les protège, chacun étant libre de vivre ses amants homosexuels hors mariage en toute transparence. Ensemble, ils auront 2 enfants, un domaine et de somptueux jardins, et resteront amis, complices et même amants, jusqu'à leur mort. Leur duo improbable est pourtant solide, comme en témoigne le livre que leur fils leur a consacré. Mais cette jeune femme fantasque fut surtout une plume éminemment reconnue. Elle est à ce jour la seule personne au monde à avoir reçu 2 fois le prestigieux prix Ossenden, l'équivalent britannique de notre prix de l'Académie française. En 1926 pour son poème The Land, puis en 1933 pour ses Collected Poems. Je possède et chéris ce volume dans une édition odorante de 1933 à la couverture toilée orange. Elle rédigea 13 romans, dont certains furent édités par Virginia Woolf et son mari, 12 recueils de poésie, des biographies, du théâtre, des nouvelles, et assura même la traduction des élégies du poète Rainer Maria Rilke. Comme beaucoup, j'ai découvert l'œuvre foisonnante et enivrante de Vita par le biais de Virginia, son amante la plus célèbre. Les 2 écrivaines vécurent une passion amoureuse courte mais flamboyante autour des années 1925, dont il reste plusieurs vestiges précieux. Leurs lettres, tout d'abord, torrent de missives amphibes et romantiques, mais aussi Orlando, le célèbre roman de Virginia Woolf, portrait d'un personnage épris d'amour et de poésie, passant d'un genre à l'autre. Mais c'est avec son amie d'enfance Violette Tréfusis, fille illégitime du roi Édouard II, que Vita vécut sa plus grande passion. Elle lui dédia de nombreux poèmes érotiques, gardés secrets et retrouvés après sa mort. Violette décrivait ainsi les yeux de son amante. Ses yeux, profonds, hérités des Sackville, étaient tels des étangs d'où les brumes matinales se lèvent. Vita était une femme passionnée, assoiffée, dévoreuse, dont les poèmes débordent de fleurs et de parfums. Vita. Testament. Quand je mourrai, ne laissez pas mon corps mourir, moisir près des morts qui ne me sont rien. Semez les cendres au loin, ou mieux encore, redonnez-les au sol de mon jardin.
Et comme ces cendres que je recueille précieusement lorsque le feu est mort, adoucissez mon sol, pas de cercueil. Je veux juste la terre que j'adore. Adieu. N'oublie pas, mon trésor, qu'on s'est aimé un jour. Libéré aujourd'hui, cependant souviens-toi qu'il était nu, poisseux, humide notre amour, et que toute ta peau frémissait sous mes doigts. Le monde avance, et toi avec, tu te convaincs que rien de tout cela n'a existé vraiment. Crois-moi, ton cœur se moquera de ton chagrin. C'est un étrange traître au costume changeant. Remords, remémorer, ces syllabes sont sœurs. Si elles sonnent pareil, qu'il en soit donc ainsi. Va, passe de mon cœur à un tout autre cœur, mais remémore-toi notre amour à demi. Merci Digli, j'ai découvert une poétesse que je trouve formidable. Joumana Haddad. Je ne crains pas Satan, car Satan rêve de moi. J'ai écrit de la poésie érotique assez tôt dans ma vie, comme une déclaration de guerre. C'est une citation de Joumana. La rage incandescente et provocatrice de Joumana Haddad est délicieusement communicatrice. Les poèmes de son recueil Le Retour de Lilith sont d'un érotisme brûlant, incantatoire, et ont créé bien des polémiques au Liban, où elle est née et réside encore aujourd'hui. Se décrivant volontiers comme rebelle, Joumana est une écrivaine et une poétesse prolifique, mais aussi une activiste féministe, une professeure d'université et une journaliste célèbre au Liban. Et en 2017, comble de l'audace, elle va même jusqu'à se présenter aux élections législatives libanaises qu'elle remporte presque. Née à Beyrouth en 1970, elle assiste à l'horreur de la guerre civile. Ses parents sont des catholiques conservateurs et sa grand-mère, arménienne, se suicide en 1977 alors que Joumana n'a que 7 ans. Ce traumatisme teintera toute son enfance et créera chez elle un rejet brutal de toute forme de religion. Son roman Le Livre des Reines est inspiré par cette grand-mère sacrifiée. Très vite, elle revendique son athéisme et plutôt que de fuir le Liban, où les droits des femmes et des LGBTQI+, qu'elle défend, sont régulièrement bafoués, elle se promet de lutter inlassablement contre l'obscurantisme et de redonner à son pays une unité politique et culturelle. Immédiatement, la sexualité et la question du corps des femmes lui semblent fondamentales dans cette lutte contre la domination. Elle écrit ses premiers vers à 12-13 ans, d'abord en français, gênée de faire dire à la langue arabe tout ce que justement on lui a appris à terre. Puis provocatrice par nature, c'est en arabe qu'elle finit par écrire ses lignes inconvenantes. En 2008, elle va même plus loin en montant sa propre revue, Jazad, corps en arabe. Une tribune littéraire artistique dédiée, comme son nom l'indique, au corps. La revue fait immédiatement polémique, mais Joumana, habituée à créer le scandale, tient bon, droite, solide, invincible. Pour elle, citation, « Le corps ne devrait pas être un tabou. Le corps est une partie essentielle de notre identité, de qui nous sommes. Et c'est un droit humain fondamental que d'avoir un rapport sain avec ce corps, que d'aimer ce corps et surtout que de posséder ce corps. La sexualité est avant tout un plaisir et je pense que le plaisir est aussi un droit humain fondamental. » En 2010, dans son essai autobiographique et poétique « J'ai tué Scheherazade », elle s'élève contre la vision orientaliste et caricaturiste des femmes arabes, trop souvent dépeintes comme soumises et dominées. Citation. « Ce qui fait mon intérêt n'est pas d'être arabe, encore moins une femme arabe, et certainement pas d'être une femme arabe écrivain. » Lisons donc avec passion, gourmandise et curiosité les parutions éclectiques et parfois brûlantes de cette poétesse sulfureuse. Lisons-la pour la beauté, la puissance et l'insoumission de sa plume.
Je suis l'étoile des chacals et la bruine d'Istar. Je luis en larmes d'éperpillement, nombreuses et uniques, pour que vous couchiez avec moi. La fougue et les défaites sont mes compagnes, pas de terre pour mes fontaines, et pas d'ancrage qui supporte mes penchants. Tellement pudique que je me réfugie dans des paroles obscènes, insolente au point de rougir en criant mon feu. Chasseuse, je lance mes mots comme des flèches, et mes flèches me reviennent chargées de proie. Lorsque je deviens fruit, j'ai prié les sorciers de prendre soin de moi, alors ils m'emmenèrent. J'étais mon rire doux, ma nudité bleue et mon péché timide. Je volais sur une plume d'oiseau et devenais oreiller à l'heure du délire. Ils couvrirent mon corps d'amulettes et enduisirent mon cœur du miel de la folie. Ils gardèrent mes trésors et les voleurs de mes trésors m'apportèrent des fruits et des histoires et me préparèrent pour vivre sans racines. Et depuis ce temps-là, je m'en vais. Je me réincarne dans le nuage de chaque nuit et je voyage. Je suis la seule à me dire adieu et la seule à m'accueillir. Et maintenant, un petit Catherine Pozzi. Ave. Très haut amour, s'il se peut que je meure sans avoir su d'où je vous possédais, en quel soleil était votre demeure, en quel passé votre temps, en quelle heure je vous aimais. Très haut amour qui passait la mémoire, feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour, en quel destin vous traciez mon histoire, en quel sommeil se voyait votre gloire, ô mon séjour. Quand je serai pour moi-même perdu et divisé à l'abîme infini, infiniment quand je serai rompu, quand le présent dont je suis revêtu aura trahi, par l'univers en mille corps brisés, de mille instants non rassemblés encore, des cendres aux cieux jusqu'au néant vanné, vous referez pour une étrange année un seul trésor. Vous referez mon nom et mon image, de mille corps emportés par le jour, vive unité sans nom et sans visage, cœur de l'esprit au centre du mirage. Très haut amour. Bon, et je finis par deux poèmes d'Alexandra Pizarnik, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Donc Alejandra, excusez-moi, étoile filante dans le ciel de la poésie. Alejandra est une icône en Amérique latine, reconnue et considérée aujourd'hui comme la dernière des poètes maudits. Son œuvre, toujours publiée, résiste à l'oubli. Chacun de ses recueils est un écrin précieux, ouvert sur la nuit, et son sol océanique peuplé de monstres. Vertige ou contemplation de quelque chose qui s'achève. Ce lilas perd ses feuilles. Du haut de lui-même, il tombe et cache son ombre ancienne. Ces choses-là me feront mourir. Les petits chants. Nul ne me connaît, je parle la nuit. Nul ne me connaît, je parle mon corps. Nul ne me connaît, je parle la pluie. Nul ne me connaît, je parle les morts. Seulement des mots, ceux de l'enfance, ceux de la mort, ceux de la nuit des corps. Le centre d'un poème est un autre poème. Le centre du centre est l'absence. Au centre de l'absence, mon ombre est le centre
du centre du poème. Une poupée en os d'oiseau conduit les chiens parfumés de mes propres mots qui me reviennent. Elle a oublié son livre. Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci à Anna Mouglalis pour cette très belle traversée des livres de Titiou Lecoq et Digli. Je rappelle les titres. Titiou Lecoq, Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, préfacé par Michel Perrault, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Et Digli, Je serai le feu, paru aux éditions de La Ville brûle. Alors un petit mot quand même pour vous présenter l'une et l'autre et pour présenter vos livres. Titiou Lecoq, vous êtes autrice et journaliste, notamment à Slate. On vous connaît pour Les Morues, qui était un roman, pour Libéré ou encore pour Honoré et moi, un livre sur Honoré de Balzac, que vous aimez beaucoup et qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre-là. Pour écrire ce nouvel essai, vous avez rassemblé des travaux d'historiennes et d'historiens, il y a aussi quelques historiens, et d'anthropologues, pour proposer une autre histoire plus inclusive qui redonne aux femmes leur place et qui fait entendre leur voix. Digli, vous êtes illustratrice, autrice en littérature jeunesse et en littérature générale. Vous avez notamment travaillé avec Ovidie pour le livre qui est devenu une série animée intitulé Libre. On vous doit aussi les romans pour adolescents et adolescentes, Le Journal de Cléopâtre, et puis un récit personnel en littérature générale sous votre autre nom, Maureen Wingrove, un récit qui s'intitule Ressac. Alors, Je serai le feu est un livre illustré qui met en lumière 50 poétesses, et donc pour chacune, il y a une biographie, un dessin et quelques-uns de ces poèmes. J'ai le sentiment que l'une et l'autre, vous êtes partis du même constat. C'est en regardant les manuels scolaires que vous vous êtes dit que quelque chose n'allait pas. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors oui, pas forcément les manuels scolaires, mais j'avais fait ce constat-là sur les sujets du bac littéraire de terminale, où en 2013 ou 2014, je ne sais plus, je fais un article à ce moment-là de blog où je déplore le fait que personnellement, je n'avais pas lu d'autrice pendant mon parcours littéraire de lycéenne. Et je m'étais dit que c'était peut-être un hasard de mon année, ma promotion. Donc j'étais allée regarder les sujets du bac qui étaient tombés. Je suis allée sur le site de l'Éducation nationale, bêtement, et j'ai regardé tous les sujets. Et là, je découvre qu'en 35 ans que ce format-là de sujet de bac existait, 0 femme était tombée. Et donc, en effet, ça a été la petite lumière qui s'est allumée dans mon esprit à ce moment-là, de me dire, en effet, les femmes que je lis aujourd'hui ne m'ont pas été transmises dans l'éducation. Alors moi, c'est un peu différent, c'est parce que en fait l'histoire c'est une matière vivante, et ce qui est fascinant c'est qu'on continue à découvrir des tonnes de choses. Donc il y a vraiment, et notamment ces dernières années, un bouillonnement autour des historiennes, autour de l'histoire des femmes, et donc je suivais tout ça, voilà, parce que ça fait partie de mon boulot et que j'ai le temps de le faire, et je lisais là-dessus. Et quand j'ai sorti Balzac, on a fait des rencontres en librairie et des gens me posaient des questions et je disais, ah mais vous savez pas quoi, alors les Amazones, et je racontais l'histoire des Amazones, et mon éditrice était là, elle me disait, hey, c'est un livre, fais-nous un livre. Je dis non, parce que ça existe déjà. Et j'ai cherché sur Google, convaincue que ce livre existait, et de fait, il n'y avait pas un livre qui fasse la synthèse des dernières recherches sur ce sujet-là, du paléolithique à nos jours, en moins de 1300 pages. Et je me dis, ah bon, ben ça n'a pas été fait, j'ai compris après, parce que les historiennes travaillent sur des périodes très très précises et qu'elles ne se sentent pas autorisées à faire le travail de vulgarisation que j'ai fait. Donc voilà, donc j'ai dit ok, ça n'a pas été fait, je veux bien m'y coller.
Voilà, et vous y collez, mais comme le fait aussi Digli, avec un ton assez détendu. C'est-à-dire que vous faites en effet la synthèse de choses très très pointues. Vous passez, comme dit Michel Perrault, le premier cercle de l'érudition, mais tout ça avec beaucoup d'humour, on l'a entendu, et un ton très détendu. Oui, alors ce qu'on a entendu n'est pas très représentatif du livre parce que c'est vraiment juste la vie de Brunéo et que le livre n'est pas une succession de vies de femmes exceptionnelles. C'est vraiment plutôt pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas Brunéo. C'est ça qui m'intéressait plutôt que la vie directement de Brunéo. Mais sur le ton, c'est vraiment, je l'ai écrit en me disant, bon alors un livre d'histoire, comment faire pour que, et c'est une vraie question, les gens ont fait leur journée de travail, ils rentrent chez eux, ou ils viennent à la Maison de la Poésie, ce qui est très courageux, et ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, et là, il y a soit regarder une série sur Netflix, et je comprends, je le fais, ou alors ouvrir un livre d'histoire. Alors peut-être qu'ils vont avoir l'envie de l'ouvrir, et qu'est-ce qui fait que s'ils arrivent à l'ouvrir, ils vont tenir toutes les pages. Et donc j'ai vraiment écrit le livre en me disant, voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a un côté un peu roman, on ne va pas le lâcher, et on va avoir envie d'aller jusqu'au bout. Digli, concernant la forme de ce livre, donc je disais une biographie, et en même temps une biographie écrite de manière très personnelle. Vous nous dites aussi pourquoi ça vous a plu, pourquoi ça vous a touché, des extraits de textes et puis un dessin. Oui, ben là c'est un peu le côté pluriel de ma personnalité, où en effet, moi au départ, c'est par le dessin que j'ai approché ces poétesses, où je les ai partagées. C'était sur mon Instagram, et je partageais pendant un mois, tous les jours, un dessin dédié à l'une de ces poétesses, et je partageais l'un de leurs vers. À l'époque, c'était juste une phrase, un vers, avec cette idée de ramener un petit peu au goût du jour, remettre au goût du jour la poésie, rassurer les personnes qui pourraient penser que ça n'était pas pour eux ou pas pour elles, comme j'avais beaucoup dans ma communauté qui me disaient moi, la poésie, c'est un truc que j'ai des souvenirs d'école et des souvenirs parfois très traumatisants. Beaucoup de gens me disaient je ne me sens pas capable aussi de la comprendre. Donc d'abord, moi je voulais vraiment, et je rejoins Titiou là-dessus, un côté vulgarisation. J'avais envie de montrer que la poésie était accessible. Et ensuite, je me suis prise en fait au goût de raconter leur vie, parce qu'en effet, au moment de bâtir le livre, je pensais faire une petite phrase, voilà, qui planterait un peu le décor de leur vie, de l'époque dans laquelle elles vivaient. Et pour beaucoup, leur vie était incroyable, ou empêchée, ou là, on a lu Joumana Haddad, mais là aussi, c'est une contemporaine qu'on connaît peu et qui lutte pour des causes qui sont proches des miennes. Donc, je ne me voyais pas ne pas en parler, mais je ne me voyais pas non plus faire une anthologie biographique qui ne mettrait pas la lumière sur la poésie. Le but, vraiment, c'était de les faire lire. Donc, pendant 4 ans, puisque ça a pris 4 ans pour bâtir ce livre, je me baladais dans des librairies et je trouvais des ouvrages anciens. C'est comme ça que j'en ai découvert la plupart. Et le but, vraiment, c'était d'offrir à lire ces femmes qui, pour certaines, ne sont plus éditées. Titiou Lecoq, vous le disiez à l'instant, ce livre n'est pas une succession de vies de femmes illustres. Ce qui vous intéresse, c'est de parler de toutes les autres, de toutes celles qu'on ne connaît pas, et puis aussi de dessiner un mouvement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit bien que l'histoire n'est pas une évolution linéaire vers plus d'égalité, vers plus d'émancipation, qu'il y a des moments de libération, qu'il y a des moments de recul, de retour de bâton, beaucoup, et c'est ce mouvement-là que vous tracez avec ce livre. Oui, parce que l'histoire des femmes, c'est l'histoire de la place du féminin et du masculin dans la société, et donc comment ça a évolué. Et ça, il y a des trucs hyper intéressants de se rendre compte que ce qui nous paraît être des évidences biologiques, en fait, n'était pas du tout perçu comme ça avant. Alors, un exemple très simple, c'est sur la sexualité. De nos jours, on a tendance à penser que les hommes ont une sexualité pulsionnelle et que les femmes ont plus une sexualité qui serait liée au sentiment. Et ben, au Moyen-Âge, on pensait exactement l'inverse. Et donc, on pensait que les femmes étaient dans la pulsion sexuelle et qu'elles étaient incapables de se contrôler, et c'est pour ça qu'elles étaient inférieures. Et que ce qui faisait le vrai mec, la masculinité triomphante, c'était le fait de réussir à contrôler son corps. Et ça leur paraissait être une évidence biologique, au même titre que nous de nos jours. Donc, il y a ça qui est très intéressant à chaque fois, ça nous renvoie à nos propres stéréotypes à l'heure actuelle. Et j'ai perdu le début de la question. Et oui, on ne va pas vers un progrès. Oui, parce qu'une fois qu'on a compris que la domination masculine, elle n'est pas biologique,
que donc c'est pas une fatalité et c'est pas un destin. On se rend compte que c'est un fait social, ce qui explique qu'elles peuvent prendre plein de formes différentes et d'intensités différentes selon les époques. Et donc, on peut gagner ou perdre en droit. Et vraiment, l'histoire des femmes, c'est ça. Ouais, on ne va pas d'un état de sauvagerie et d'inégalité complète. Le paléolithique, ça n'est pas du tout ça. Pour aller vers le progrès de nos jours. Non, ça, c'était la vision qu'on avait au 19e siècle. Mais ça y est, les historiennes, les historiens ont montré que ce n'était pas du tout le cas. Et je trouve que nous, ça nous force aussi à prendre une responsabilité, de se dire, ça veut dire que là où on en est maintenant, on sait que rien n'est écrit à l'avance. Ça veut dire que les femmes peuvent perdre en droit, et voilà. Et c'est déjà arrivé, donc rien n'est acquis. Ça veut dire aussi qu'on peut gagner. Et ça, je trouve ça hyper fort. J'aime beaucoup tout un passage où je raconte les féministes du 19e siècle qui sont battues pour le droit de vote des femmes. Et à un moment, l'histoire, c'est ça. C'est des gens qui se disent je vais me battre. Alors elles se sont battues, elles n'ont jamais eu, elles, le droit de vote. Elles savaient qu'elles ne le verraient pas de leur vivant, mais elles se sont battues pour que nous, on puisse voter. Et je trouve ça magnifique. Et elles ont même interrompu un match de foot. Ah putain, ne parle pas de ça. Je crois que c'est encore douloureux dans la mémoire française. Oui, elles ont perturbé la finale de foot de championnat français. Et voilà, évidemment, se pose la question si on faisait ça maintenant, avec la Ligue des Champions. Digli, quel matériau aviez-vous à disposition pour écrire les vies de ces femmes? Parce que certaines sont un peu connues, je dirais, allez, 5 sur les 50. Et pour beaucoup d'entre elles, il y a très très peu de choses. Alors, comment faire? C'était un peu tout l'enjeu et tout le sel de ce projet. Alors, pour certaines, j'ai rien trouvé, et notamment une qui s'appelle Simone Michel Azaïs, que j'ai décidé de laisser malgré tout. Alors vraiment, sa bio tient en 5 lignes qui sont je n'ai rien trouvé, mais voici sa poésie. Où j'ai quand même trouvé, par exemple, une préface d'André Salmon, j'ai trouvé ses recueils, j'ai pu en commander. Mais voilà, pas de fait biographique, pas de date de mort, simplement une date de naissance. Et puis pour d'autres, comme Claude de Burine, alors Claude de Burine, dont l'un des vers a donné son titre au livre, Je serai le feu. Le vers entier clôture un poème. Et c'est « Si l'on m'aborde, je serai le feu ». Claude de Burine, je la découvre sur papier, là aussi, dans une librairie à Paris, le Pont Traversé, enfin RIP, le Pont Traversé, qui est une librairie qui a fermé, qui était la librairie, en fait, au départ de Marcel Béalu. Et Marcel Béalu, c'était un poète surréaliste dans les années 70. Et son épouse, Marie-Josée, avait 20 ans de moins que lui, donc à l'époque était une très jeune femme, mais a connu cette librairie du temps où tout l'intelligentsia un peu surréaliste de l'époque venait et offrait ses livres à Marcel Béalu. Donc en fait, il s'est constitué une collection immense. Tout ça, moi, je l'ignorais. Je rentrais juste parce que c'était joli. Et je rentre dans cette librairie, passionnée de livres anciens que je suis, avec une amie. J'ose un peu sortir des petits ouvrages. Et puis, au bout de 3/4 d'heure à faire des tours, en collant un peu la caisse, en espérant que la libraire me parle, mon amie me dit « Non, mais parle-lui de ton projet, parce que là... » Bon. Donc, j'ose aller la voir et je lui dis « Voilà, je cherche des poétesses. Est-ce que vous auriez des choses ?» Et là, elle me sort une échelle. Elle lui dit « Bien sûr !» Clac, elle la pose, elle grimpe au haut de 3 étages et elle me sort une pile immense de plein de poétesses, dont Claude de Burine, mais dont plein d'autres. Et j'emporte chez moi, je fais le choix de ce que je peux prendre un peu au hasard en feuilletant dans le magasin, et je ramène Claude de Burine, et là, explosion, coup de cœur. Donc, pour la plupart, elles se sont vraiment trouvées sur papier. Il y a une anthologie aussi. En fait, il y a quelque chose que j'ai découvert en faisant ce travail, c'est que je n'étais pas du tout la seule à avoir cette initiative de faire une anthologie uniquement de poétesses. Et plusieurs l'avaient fait avant moi, dont Rosemonde Gérard, dont Anna a lu des poèmes tout à l'heure, qui était l'épouse d'Edmond de Rostand, et qu'on a trop souvent connue que comme telle, si ce n'est complètement oubliée. Elle n'est pas la seule. Voilà, c'est le principe de base de la construction du livre, mais elle-même avait dédié une anthologie à ses consoeurs, et Jeanne Moulin, dans les années 70 justement, avait consacré une anthologie, et toutes ces anthologies m'ont aidée, moi, parce que le travail avait déjà été fait au préalable, donc ensuite il me suffisait d'aller chercher à la BNF, d'aller chercher sur la Poetry Foundation, et pour certaines, notamment Vita Sackville-West, qu'on a lu aussi,
Elle a été traduite par Clémentine Beauvais pour la toute première fois en français. On a des romans de Vita Sackville-West, Toute passion abolie par exemple, mais on n'a pas sa poésie en France. Ça n'a pas été traduit. C'est le cas pour beaucoup d'entre elles. Donc parfois je trouvais ça sur Internet et après il était question de trouver l'ouvrage quand même pour vérifier que les sources étaient bonnes. Et donc c'était un mélange de recherche numérique et de recherche papier parce que je suis une grande amoureuse du papier. Vous aviez plus de choses à disposition, mais quand même, est-ce que vous avez dû aussi aller fouiller du côté des Women's Studies, de ce qui a été fait aux États-Unis? J'ai l'impression qu'ils sont plus avancés que nous, peut-être. Oui, mais alors en même temps, comme j'étais sur vraiment l'histoire de France, non, ce qui est terrible, c'est qu'on connaît. Si on demande aux gens de citer des historiens, voilà, je vois à peu près les 2-3 noms qui vont surgir. Et c'est vrai que toutes les jeunes historiennes, et c'est vraiment fascinant ce qu'elles font. Donc à chaque fois on me demande d'en citer, donc je change. J'ai une espèce de. Donc par exemple, Pauline Mortas travaille sur le 19e siècle. Elle a fait sa thèse qui s'appelle, c'est hyper beau, Une rose épineuse. C'est sur l'invention de la virginité au 19e siècle. C'est-à-dire qu'avant le 19e, c'est pas très important la virginité, et on va créer la virginité, on va créer le personnage de la jeune fille. Et la jeune fille naît au 19e siècle. Et voilà. Donc elles sont très nombreuses à travailler sur plein de champs différents. Et après, moi, j'avais la chance d'avoir la position un peu de surplomb et de me dire, OK, quel est le lien? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent entre les siècles, etc., sur notamment la manière dont elles ont été effacées, oubliées. Et je suis d'accord avec toi, moi, mon livre aussi, il a déjà été fait. Il a été fait dans les années 80. Il était très bien fait, d'ailleurs. J'ai trouvé très intéressant. Et j'ai trouvé un poème de Christine de Pisan, donc on est au Moyen-Âge, qui se demande pourquoi l'histoire a oublié les femmes. Et donc elle fait une liste de grandes femmes. Alors c'est drôle parce que c'est le Moyen-Âge, donc l'histoire n'est pas exactement la même. Elle mêle figures mythologiques, païennes, etc., avec des vraies reines. Et je crois qu'il y a Brunehaut dedans. Et donc elle se demande, mais pourquoi on les a oubliées? Donc ça, voilà. C'est le Moyen-Âge. Donc on est sans cesse sur le même... et je pense que dans 20 ans, il y aura d'autres qui seront là. Alors ouais, moi j'ai fait l'histoire des femmes, c'est incroyable tout ce que j'ai découvert. Il y a des poétesses, et voilà. Mais la toute première anthologie que j'ai trouvée de poétesses, de femmes, c'est 1906. Alphonse Séché, donc c'était un homme, mais 1906. Donc depuis 1906. Ensuite, Rosemonde Gérard, c'est en 43. Jeanne Moulin, c'est autour de 70-75. Il y a eu Françoise de Chandernagor qui en a fait une récemment. En fait, tous les 30-50 ans, il y en a une. Et pour autant, toutes les femmes qui sont dans mon livre, pas toutes, mais un grand pourcentage ne figurent pas dans les anthologies qui durent. Oui, en général, dans les anthologies de poésie ou les anthologies de littérature, il y a une femme par siècle. Oui, alors ça c'est un point qui est vraiment important, c'est ce que j'appelle le mythe de la femme exceptionnelle et qui est un vrai piège, qui est que moi quand je sors mon livre, évidemment, il y a des hommes, surprise, pour dire « Oh bah non, c'est pas vrai, on les a pas oubliés, regardez, George Sand ». Oh, quelle surprise, George Sand, je ne m'attendais pas à celle-là. Je ne sais plus quoi dire, vraiment. Pouf. Donc voilà, donc c'est une espèce de... Voilà, il y a le point Godwin et le point George Sand. Mais essayez, systématiquement, ils vont vous dire ça. Et donc, je m'étais posé la question en écrivant genre, mais oui, le point George Sand quand même. Et c'est terrible, c'est hyper piégeux parce que, en gros, l'idée est de vous dire, bah, regardez George Sand. Donc, ça veut dire que quand elles avaient du talent, elles arrivaient à être reconnues, à être dans les anthologies. Et donc, si on a retenu George Sand et pas d'autres femmes, c'est parce qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Ce qui veut dire qu'on considère quand même que les hommes ont plus de génie que les femmes derrière. Et donc, c'est très piégeux parce qu'en vérité, quand on se plonge un peu sur l'époque, alors au 19e, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais c'est valable pour toutes les époques, c'est-à-dire que oui, on en veut bien, mais c'est justement parce qu'il n'y en aura qu'une seule. Et c'est là que réside le piège. Oui, il y aura George Sand, mais c'est parce qu'il y a George Sand aussi qu'il n'y aura pas les autres et que voilà, on dira, regardez, on a le Joker George Sand, donc on n'a pas besoin de mettre les autres. Et sur la question de la virginité dont tu parlais tout à l'heure, c'est incroyable. Moi, je découvre, en faisant l'anthologie, je découvre Mina Loy, qui est une femme qui a côtoyé absolument tous les créateurs et artistes de son siècle, et qui, en 1912, écrit un manifeste, en 1914, qui n'a jamais été publié d'ailleurs, de son vivant, il a été publié que bien plus tard, dans lequel elle réfléchit, c'est un manifeste féministe qui porte ce titre. Et elle se dit, justement parce qu'elle a identifié la virginité comme un vrai problème, la virginité sacralisée chez la jeune fille, et qui devient presque une monnaie d'échange dans le mariage, elle se dit,
elle aimerait créer un monde dans lequel on dépucelle quelque part médicalement les jeunes femmes pour les décharger de ce poids de négociation qu'est la virginité. Incroyable, un truc qui serait complètement inentendable. Alors, Balzac, il proposait le mariage à l'essai. On avait une période d'essai, voilà, parce qu'il trouvait ça bizarre de se marier sans avoir couché, en se disant ça se trouve on n'est pas du tout compatibles. Et donc incroyable. Voilà. Donc c'est des questions qui paraissent, qui pourraient paraître soit d'actualité ou en tout cas qu'on n'imagine pas appartenir à 1904, 10 ou avant. Donc ça c'était un peu la découverte de tous ces travaux aussi. Alors une autre découverte sur les femmes de 1848. Moi je suis tombée, donc c'est les premières femmes journalistes en 1848. Et dans le genre on redécouvre sans arrêt. Laura Adler a fait sa thèse quand elle était étudiante sur les femmes journalistes de 48 et elle disait c'est fou, on les a complètement oubliées, heureusement maintenant on s'en souviendra. Bon alors maintenant si je vous dis Jeanne de Rouen, a priori voilà. Et donc quand j'ai lu ces textes de femmes journalistes, elle parle de maternité sociale. En fait elles remettent en question en 1848 la famille, le papa, la maman, les enfants en disant non, en fait on devrait élever nos enfants tous ensemble et faire des maternités sociales. On n'a rien inventé. Mais la question qu'on posait tout à l'heure et à laquelle il est peut-être difficile de répondre, c'est est-ce que cet oubli, au fond, a un caractère systémique ? Parce que, en fait, certaines de ces femmes dont vous parlez l'une et l'autre étaient très connues à leur époque, et puis l'oubli est arrivé après. Alors, comment cet oubli arrive ? Pourquoi ? Et est-ce que, est-ce que c'est systémique ? Alors, moi sur mon livre, il y a vraiment les deux sujets. Il y a comment en général on n'a pas fait l'histoire des femmes, mais parce qu'on a cru qu'elles avaient rien fait, donc voilà. Et après sur les femmes artistes, il y a un ensemble de mécanismes. Il y a un peu de malveillance quand même. Je donne l'exemple de Catherine Bernard. La comédie française. Ouais, je raconte. Bon, alors je raconte vite. Catherine Bernard, c'est la première dramaturge qui a été jouée à la Comédie Française. Et en gros, alors pour rebondir sur Virginia Woolf, dans Une chambre à soi, Virginia Woolf raconte si Shakespeare avait eu une sœur avec le même génie littéraire et qu'elle avait voulu écrire, elle aurait fini seule, folle et pauvre parce qu'elle aurait été empêchée d'écrire. Il se trouve que Catherine Bernard, c'est un peu une sœur de Shakespeare. C'est grosso modo la même époque, pas tout à fait, mais vous n'irez pas vérifier, donc c'est pas grave. Et donc elle monte à Paris et elle veut écrire et elle gagne un concours de poésie et puis après elle gagne des prix avec ses pièces et elle est dramaturge, elle écrit des tragédies. On est quand même sur le genre le plus noble et notamment des tragédies politiques, dont un Brutus qui est très célèbre à l'époque. Et moi, ce qui m'a étonnée quand j'ai fait mes recherches, ça a été donc de découvrir que les femmes n'avaient pas été empêchées, qu'en vrai, elles avaient pu créer et qu'en plus, elles avaient eu du succès effectivement à leur époque. Ce qui est vraiment le cas de Catherine Bernard, qui est une star de l'époque. Et puis personne ne la connaît de nos jours. Et donc, ce qui se passe, c'est que Catherine Bernard, elle a deux fautes de goût. Elle décède, elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, donc personne pour gérer derrière. Et puis 30 ans après son décès, il y a Voltaire qui est dans un moment un peu compliqué de sa vie, ça ne va pas très très fort, et il a besoin de se refaire. Et pour se refaire, faut passer par le théâtre à l'époque, évidemment. De nos jours, je sais pas, il aurait fait de la télé, mais là, c'était vraiment, fallait qu'il aille au théâtre. Et il écrit très très vite, très vite, une tragédie qui s'appelle Brutus, et qui fait jouer. Et là, les critiques littéraires qui ont quand même encore en tête le texte de Catherine Bernard font « Oh, c'est étrange, ça ressemble vraiment beaucoup ». Et là, il est piqué au vif. Et plutôt d'admettre « Oui, je me suis inspiré », etc. Non, pas du tout. Il va dans tous les salons parisiens et il fait vraiment un truc de parisien. Il dit « Catherine Bernard, de toute façon, elle n'écrivait pas ses pièces elle-même ». Il n'en a aucune preuve. C'est de la pure médisance. Il n'y a rien, j'ai cherché, il n'y a rien au fond. Et donc, il va propager comme ça l'idée que Catherine Bernard n'écrivait pas elle-même ses pièces. Il va le faire une deuxième fois avec une autre femme dramaturge, Barbier. Et manque de bol pour Catherine Bernard, c'est Voltaire qui va faire l'anthologie de son siècle. Et donc, qui va être ce dont vont servir après tous les historiens et tous les critiques littéraires. Et donc, alors, il est obligé de faire une petite ligne sur Catherine Bernard. Et Catherine Bernard, pas terrible. De toute façon, elle n'écrivait pas elle-même ses pièces. Voilà. Et Catherine Bernard, c'est fini. Enfin, il n'y a plus besoin. Et donc, elle apparaît dans cette anthologie-là, elle disparaît des suivantes, et puis voilà, on l'oublie complètement. Donc là, on est sur un cas vraiment de malveillance. Il y a toutes celles qui étaient des épouses d'eux, donc qui ont été effacées au profit de leurs époux. Et après, en fait, celles dont on va se souvenir, notamment le cas George Sand, ça va être celles qui ont fait du roman. Parce que le roman... Alors,
La princesse de Clèves, Germaine de Staël, etc. Parce que le roman, c'est pas un genre noble. Donc elles ont droit à des choses, elles ont droit à ce truc, le roman, et on va moins les retenir au 19e, une fois que le roman devient un genre noble. Et on apprend en lisant votre livre que la toute première autrice, le tout premier auteur était une autrice. Celui dont le texte le plus ancien qu'on a, qui a traversé les âges, qui soit écrit à la première personne, c'est une femme qui s'appelait Ennedoana, qui était une grande prêtresse en Mésopotamie. Et donc parce que quand on a inventé l'écriture, on a fait 2 trucs avec. On a fait de la comptabilité et de l'administratif. Et donc le plus vieux texte qui soit ni l'un ni l'autre qu'on ait, c'est ça. C'est Ennedoana, donc c'est une prêtresse, et elle s'adresse à une déesse, ce qui est doublement satisfaisant. Digli, sur cette question de l'oubli, certaines des 50 poétesses dont vous parlez dans ce livre étaient très connues à leur époque. Je pense à Marie de Régnier, qui écrivait sous le nom de plume de Gérard Douville. Il fallait un pseudonyme masculin pour pouvoir se faire connaître, mais elle était très connue à son époque. Elle a même eu, je crois, le prix de l'Académie française. Oui, ou le Goncourt Poésie ou Académie française, je les confonds toujours, mais vraiment le prestige, elle est la fille de José de Hérédia, qui est le fondateur du Parnasse, donc qui a mis avec le comte de Lille, donc elle baigne dans une atmosphère qui lui permet ça c'est évident, et la plupart d'entre elles, Anna de Noailles aussi, ont quand même eu accès à des études et de l'éducation. Mais en effet, elles ont eu des prix, et pour rebondir sur le travail de Sappe que j'ai pu aussi constater, je pense à Marie Krisinska, qui est en fait la théoricienne du vers libre. Donc c'est-à-dire qu'elle arrive à Paris à la toute fin du 19e siècle, elle arrive et elle voit la Belle Époque arriver. Elle vient au départ pour apprendre la musique. Et puis finalement, elle se retrouve dans des petits clubs un peu secrets de poètes. Elle va au Chat Noir. Elle est l'une des premières femmes à se représenter au Chat Noir au piano. Et donc, elle fait partie de ces groupuscules comme ça qui se mettent à critiquer les bourgeois et à réciter de la poésie entre eux. Et elle écrit ses premiers vers, notamment dans des revues, et parfois des revues féministes. Et elle théorise, donc elle va vers le vers libre. Donc quand on dit le vers libre, c'est-à-dire qu'on garde une forme de vers, donc on garde des phrases courtes qui vont à la ligne, qui physiquement, je dirais, ressemblent à un poème. Mais on n'est plus tenu de faire des sonnets, on n'est plus tenu d'écrire en alexandrin. Voilà, on est dans une liberté de forme à peu près entière. Et à ce moment-là, donc quand elle veut revendiquer ce terme de vers libre, ça ne plaît pas du tout, parce qu'un autre poète qui s'appelle Gustave Kahn se revendique lui aussi de la paternité de cette invention géniale qu'est le vers libre, et qui met un peu un coup de pied à l'époque passéiste. Enfin voilà, c'est vraiment le futur. Et donc là, on assiste à un travail de Sappe, en bonne et due forme aussi, où des auteurs contemporains de Marie Krisinska se mettent à critiquer son physique. Donc ils la traitent de grosse, ils disent que c'est une ivrogne, qu'elle a des mœurs légères, qu'elle séduit de jeunes et faibles alors qu'elle est à demi alcoolique. Enfin vraiment un travail de Sappe misogyne sans fondement. Et puis quand on sait la consommation de stupéfiants des poètes de la Belle Époque, on peut quand même rire un petit peu. Et tant et si bien qu'on l'a complètement oubliée. Et ce sont des doctorantes ou que des femmes qui ont fait des thèses sur Marie Krisinska, et notamment une femme polonaise dont j'ai perdu le nom mais que je cite dans le livre, qui ont ramené petit à petit son nom. Mais tout de même, aujourd'hui, sur la page Wikipédia du vers libre, elle n'apparaît que dans les notes de bas de page en disant une légende raconte que peut-être ce serait Marie Krisinska à l'origine de... Donc... effectivement, j'ai aussi, il y a Catherine Pozzi, dont on a lu les poèmes tout à l'heure, qui a été avec Paul Valéry, et qui, voyant dans les notes du prochain roman de Paul Valéry, voyant des extraits, des fragments, des idées de son propre roman, à elle, se met à le publier en panique parce qu'elle a peur qu'il lui vole ses idées. Et ça, voilà, on en croise énormément qui soit souffrent d'un mariage qui efface leur nom. Moi, je me dis toujours, mais si Simone de Beauvoir s'était appelée Simone Sartre, il y a quelque chose qui réside dans le nom et dans le fait de se nommer. Et donc, beaucoup ont pris des pseudos également. Mais en effet, le fait d'avoir reçu des prix du temps de leur vivant n'a pas suffi, étrangement, à ce qu'elles restent. Qu'est-ce qui se passe pour les autrices en 1830 ? C'est vraiment une date clé dans l'histoire des autrices ? Oui, avant 1830, on a, ça a été étudié dans les publications de romans, autant d'œuvres d'hommes que de femmes. Donc on est à 50-50. Et puis à partir de 1830, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la grande période du roman, donc arrive Hugo, Dumas, Balzac.
Et donc ça va brusquement à cette forme que tout le monde trouvait genre ouais, c'est un peu facile le roman. Ah non, en fait c'est bien et en plus ça marche. Et donc ça devient une question d'économie aussi. Derrière, il y a beaucoup de sous en jeu. Et alors là, brusquement, on ne publie plus que des hommes et le nombre de romancières diminue. Et c'est un mécanisme qu'on retrouve régulièrement. Il y a toujours cette question quand on dit qu'un métier se féminise, il s'appauvrit en même temps. En réalité, on pourrait se dire c'est l'inverse, c'est quand il se masculinise qu'il s'enrichit. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour le roman s'est passé aussi au cinéma. Au début d'Hollywood, il y a énormément de femmes dans les studios, mais alors partout. Alors maintenant, on parle beaucoup d'Alice Guy parce que c'est la première qui a fait de la fiction, mais il y en avait plein d'autres. Donc elles sont scénaristes, réalisatrices, voilà, elles sont partout. Et puis au moment où Hollywood se structure et où ça devient une entreprise qui fait des gros profits, et ben là, on va leur dire, costumière ou maquilleuse, c'est aussi une belle carrière. Et donc elles sont plus réalisatrices, elles sont plus scénaristes, elles sortent de là. Et ça a été la même chose en informatique. Au début de l'informatique, il y a énormément de femmes. Maintenant, plus du tout. Et donc il y a cette idée, c'est pas parce que ça se féminise que ça s'appauvrit. C'est aussi parce que quand ça commence à rapporter de l'argent, ça se masculinise de manière assez étendue. Comment avez-vous choisi, Digli, les périodes dans lesquelles s'inscrivent vos poétesses? Parce qu'au fond, si on regarde, il y en a beaucoup du 19e et 20e siècle, très peu avant. Oui, c'est clairement pas une anthologie universitaire. C'est un objet hybride entre ce qui me passionne, ce que j'ai envie de transmettre, et une petite conscience féministe qui me dit quand même il faudrait. Mais en fait, je n'ai pas réussi à me forcer. Il y a eu le cas, je le dis souvent en interview, mais le cas Louise Labbé, où en plus je suis lyonnaise. Louise Labbé était une poétesse née à Lyon. On a un petit buste d'elle. Donc tout me poussait à parler de Louise Labbé. Mais aucun de ces poèmes ne m'a assez transcendée pour qu'elle prenne la place de toutes ces autres en attente qui, là, pour le coup, m'avaient mise par terre. Et comme j'ai une affection immense pour la période vraiment de l'Europe d'entre-deux-guerres, je le confesse dans l'introduction, c'est partie prenante de l'anthologie, vraiment. Chaque choix, et ça a été la même chose dans la sélection des poèmes, quelque part. Que donner à lire de femmes telles que Marina Tsvetaeva qui ont écrit des milliers de poèmes, Emily Dickinson aussi, en plus des poèmes pour Emily Dickinson en fragments, sans titre, sans pagination, sans datation. On arrive là-dedans dans un océan de mots. J'ai choisi d'aller vers ce qui, moi, en toute transparence et honnêteté, m'avait bouleversée. Et dans le cas de Marina Tsvetaeva, par exemple, je me suis aussi arrêtée sur ses lettres à Rilke, qui m'ont scotché. J'ai trouvé sa correspondance par hasard chez un bouquiniste alors que j'avais ses poèmes à la maison. Et je découvre que Rilke est dans le coup, mais ça, de toute façon, il était dans le coup de absolument tout ce qui se passait en son temps. Et que Marina Tsvetaeva tombe folle amoureuse de lui à distance et décide de lui écrire un jour une lettre qu'on lui passe par le biais de ses connaissances, dans laquelle elle dit « je t'aime ». Première lettre. Et elle fait toute une description de sa passion pour le baiser et qu'est-ce que ce serait de l'embrasser elle et que ce serait une ode au baiser, mais pas le baiser. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de complètement flamboyant. Et donc, j'ai décidé de mettre des extraits de ses lettres, alors que c'est vrai que j'aurais pu mettre des extraits de ses poèmes. Il y a beaucoup et dans les biographies que je raconte, parfois, le fil que je tire, c'est aussi ça. C'est aussi qu'est-ce qui m'a menée vers une telle. Parfois, ça va être leur histoire d'amour, parce que c'est quelque chose que j'aime, de connaître les rouages, de connaître la complexité d'une personnalité. Je cite dans mon intro Dominique Bonnat, qui est biographe à l'Académie française et qui, elle aussi, se réclame un peu de cette technique de dire que par l'histoire d'amour, on approche une forme d'intimité. Donc voilà, c'est vraiment un condensé de tout ce qui m'a émue et que j'avais envie de partager. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le fil qu'on peut tracer entre chacune d'elles, parce que beaucoup ont des liens quand même. Oui, ça a été la grande découverte. Il y a des figures pivots, je pense à Nathalie Clifford Barnet, par exemple. Oui, en fait, celle qui tenait salon, donc Nathalie Clifford Barnet, Anna de Noailles, Valentine de Saint-Point, un petit peu plus tôt, Mina Loy. Mina Loy ne tenait pas salon, mais connaissait aussi toutes ces femmes. Elles écrivaient les préfaces les unes des autres, ou à un moment, Nathalie Clifford Barnet, qui est une richissime américaine arrivée en France, d'une très bonne éducation, qui parle très bien français, qui est lesbienne, revendiquée, qui jamais, au grand jamais, ne veut se marier, faire un mariage de posture, tient salon, et elle invite Lucie de la rue Mardrus, qui est l'une de mes autres poétesses, également lesbienne revendiquée et traductrice d'anglais. Et Lucie de la rue Mardrus, que je trouve géniale, se dit
tiens, donc on est dans les années 20, je vais retraduire Edgar Allan Poe, qui a déjà été traduit par Mallarmé et Baudelaire, donc quand même il fallait une sacrée prestance pour se dire j'ai autre chose à dire de cette traduction. Et elle fait elle-même un petit ouvrage qu'elle illustre, parce qu'elle faisait tout, de la musique, du dessin, de la poésie. Elle fait des petits pastels et elle fait une sorte de livre fait main qu'elle apporte pendant l'un des salons de Nathalie Barnet. Et ça fait un tabac, on se les arrache. Et donc Nathalie Barnet lui dit, mais pourquoi tu ne traduirais pas des poétesses justement qu'on ne connaît pas en France, dans cette exacte même volonté de faire connaître des oubliés. Et elle dit mais bien sûr, génial, et elle se lance dans l'histoire, elle se met à traduire des poétesses, et d'ailleurs je le dis, bon, elle prend quelques libertés de traduction parce qu'elle est anti-maternité et anti-religion, donc parfois elle enlève quelques vers au passage. Bon, ça c'est une autre histoire, et c'était un vrai bonheur en fait de découvrir les ponts entre chacune, de découvrir Gérard Douville qui va faire justement la préface du livre de Catherine Pozzi qui sort après sa mort, de découvrir voilà, parfois les histoires d'amour, d'amitié, de soutien en fait entre ces femmes, et grande surprise aussi de découvrir que le prix Femina a été fondé en 1904. Prix Femina, moi je pensais que c'était un truc des années 2000, très nouveau féminisme. En fait, pas du tout. Anna Denoy et 20 ou 22 consoeurs d'un magazine qui s'appelle La Vie Heureuse, qui est un magazine féminin, se rassemblent et se disent « Non mais attendez, le prix Goncourt, c'est pas un truc qu'on récompense que des mecs ?» Et elles se disent « On va faire notre propre jury 100% féminin, et comme ça, on récompensera des œuvres qui ne sont pas que masculines. » Donc en fait, on est exactement dans les occupations et les considérations féministes d'aujourd'hui. Titiou Lecoq, une des choses passionnantes dans votre livre, c'est de voir comment certaines périodes de l'histoire qu'on croit être des périodes d'ouverture, de libération, ne le sont pas forcément pour les femmes. Oui, la Renaissance. Par exemple. Oui, c'est ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle nous force à revoir tout ce qui nous paraissait évident. Donc, et moi, tout le livre est construit sur moi, ce que j'ai appris à l'école quand j'étais petite, versus où en est vraiment la recherche en histoire en ce moment. Et donc, par exemple, la Renaissance, alors c'est pas en ce moment d'ailleurs, parce que l'article que je cite date des années 70. Donc la Renaissance, c'est un terme quand même hyper positif. On n'est pas sur quelque chose de neutre. Donc forcément, ça va être une période qui est géniale. Et effectivement, moi, j'ai le souvenir, invention de l'imprimerie, c'est un immense progrès, enfin, voilà, l'humanisme, etc. Et quand je suis arrivée sur cette période-là, parce que j'ai écrit le livre de manière chronologique et je faisais à chaque fois mes recherches en même temps que j'écrivais, et je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir, quoi, Louise Labbé, enfin, tu vois, bon. Et là, je découvre donc, en fait, toutes les historiennes connaissent cet article de 1970 qui s'intitule « Les femmes ont-elles eu une renaissance ?» et où, en gros, on explique que c'est un moment où les femmes perdent en droit, et notamment les chasses aux sorcières, qu'on nous a plutôt appris à associer au Moyen-Âge, en vrai, ont lieu à la Renaissance, qu'on est donc dans une guerre qui est vraiment menée contre les femmes à ce moment-là. Et donc, est-ce que le terme Renaissance, pour décrire cette période de chasse aux sorcières, est vraiment le meilleur. Et un des exemples, c'est l'imprimerie. Parce qu'en gros, il n'y a pas de raison pour que l'imprimerie ait été quelque chose d'hyper positif en soi. C'est à peu près comme Internet de nos jours. Et donc, quand on regarde ce qu'on publiait à l'époque et ce qui a vraiment marché, dans les best-sellers, il y a des ouvrages qui, quand même, concrètement, expliquent comment torturer des femmes pour les faire avouer que ce sont des sorcières. Et c'est des ouvrages d'une misogynie, mais vraiment atroce, extraordinairement violent, et l'imprimerie, ça a aussi servi à ça, à propager ces idées-là. Et quand on me dit, oui, alors l'histoire des femmes, voilà, vous voulez tout changer, vous voulez, c'est forcément subjectif. Et en fait, je dis, typiquement, la Renaissance, c'est un terme qui est subjectif. C'est un terme qui veut dire, oui, du point de vue des hommes, effectivement, la Renaissance était sans doute super. Mais si on prend l'histoire des femmes, peut-être, alors les historiennes proposent qu'on renomme cette période, et je me dis, heureusement que Jean-Michel Blanquer ne le sait pas, mais il y a des propositions de ne plus dire la Renaissance, mais de prendre un terme neutre, pas dire genre l'époque horrible, non, on va pas dire ça, mais genre juste tout début de la période de la modernité, enfin voilà, essayer de faire quelque chose de neutre pour se dire on va arrêter de porter au nu une période qui était une période vraiment obscure pour les femmes. Digli, vous avez constitué des familles avec ces poétesses. Pourquoi et comment ?
Oui, c'était une idée de mon éditrice, parce qu'au moment où on a rassemblé ces 50 poétesses, la question c'est à quoi ressemble le livre et comment on les range. Est-ce qu'on fait un ordre alphabétique? Est-ce qu'on fait un ordre chronologique? Question que moi je ne m'étais pas du tout posée. Et à ce moment-là, donc Marianne, mon éditrice, me dit peut-être que tu pourrais les rassembler en ce qu'on a appelé, oui, des familles, donc qui sont finalement 8 familles. Et la question, moi, m'avait un peu effrayée au départ, parce que qui mettre ensemble et comment faire se côtoyer parfois des poétesses qui ont un siècle d'écart, voire 2. Et puis, je me suis prise au jeu et finalement, j'ai créé 8 familles que vous découvrirez. Mais voilà, on va avoir les mélancoliques, les alchimistes du verbe, les consumés. Et c'était aussi un choix, a posteriori, je m'en rends compte quand j'ai refeuilleté l'ouvrage, quelque part ça permettait que peut-être elles s'éclipsent pas trop les unes les autres, un peu comme parfois dans une biennale où on a des artistes qui côtoient les uns les autres et on n'arrive plus trop à voir qui fait quoi. Là, quelque part, quand on entre, mettons, dans la famille des mélancoliques, qui sont un peu les poétesses lyriques, mais que je nomme moi mélancoliques parce qu'il y a quand même une teinte mélancolique dans chacune. On passe de l'une à l'autre et les univers restent assez proches. Quand on a les prédatrices, on est sur un registre de la sensualité, on est sur une quête de l'érotisme. Voilà, ça permet de ne pas faire des bonds trop immenses, déjà qu'elles ont des écritures quand même fondamentalement différentes. Et c'était aussi l'idée du livre, de dire qu'il n'y avait pas une écriture féminine, il n'y a pas de raison en soi de saluer leurs poèmes plutôt que des poèmes masculins. Le livre existe parce que malheureusement, elles ont été effacées de l'histoire, alors que leur parution était incroyable. Mais voilà, ça permettait de créer un peu des ambiances, et pendant tout le long d'un chapitre, en tout cas je l'espère, on retrouve certaines thématiques aussi. Titu Lecoq, vous posez dans ce livre la question de la langue, la question du vocabulaire, de la grammaire aussi, qui est une question absolument fondamentale. Vous parlez par exemple de l'accord de proximité. Alors moi je trouve ça génial. Alors aujourd'hui, voilà, la règle veut qu'on accorde tout au masculin. Or, il existe une règle qui est la règle de proximité. Oui, et qui surtout était celle qui prévalait jusqu'au moment où l'Académie française a dit waouh, on va tout mettre au masculin. De même que le mot autrice existait jusqu'à ce que... Oui, mais c'est révélateur aussi d'un phénomène qui revient régulièrement dans notre histoire et qui est important pour moi, c'est d'insister sur le côté, sur l'écriture inclusive. On nous a beaucoup dit, oui, vous voulez féminiser la langue. Alors non, on ne veut pas féminiser la langue, on veut la démasculiniser. Et ça ne veut pas dire la même chose, parce que dans l'idée de démasculiniser, on montre bien qu'à un moment, on a masculinisé de force et de façon totalement artificielle notre langue. Ça a été fait par l'Académie française, et c'est dans un but, à l'époque, politique, mais qui est clairement assumé. Quand ils disent on va arrêter avec l'accord de proximité et on va faire une règle qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est parce que le genre masculin est supérieur au genre féminin. C'est comme ça. Et moi, quand j'ai appris ça à l'école comme règle, et ben, je me souviens que les garçons, genre, avaient crié, ils étaient comme s'ils avaient gagné un truc. Ils avaient une conscience quand même très forte que oui, il y avait un enjeu de pouvoir. Et c'était horrible parce que je l'ai toujours. Mon livre de grammaire de l'époque était très très vieux. C'était vraiment un vieux bouquin. C'est pour ça à la fin de l'année, on a pu les garder. Et donc l'illustration pour le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Non mais répéter ça à des enfants, quoi. C'était un dessin où les enfants, ils tiraient là, comme ça, à la corde, chacun de leur côté. Et donc, d'un côté, il y avait plein de filles qui tiraient de toute leur force, comme ça. Et de l'autre, il y avait un garçon et un chien. Et lui, il était comme ça, genre, tranquille. Le masculin l'emporte toujours, les filles. Donc, voilà. En fait, non, on ne veut pas féminiser la langue, on veut juste la démasculiniser, c'est quand même très clair. Et donc, il y a le mot autrice qui, évidemment, a été effacé. Et il y a des formules syntaxiques, on ne reviendra même plus dessus, alors qu'elles sont géniales. Par exemple, il y a Madame de Sévigné, ça c'est fou. Pour se rendre compte à quel point on a masculinisé la langue, Madame de Sévigné, quand on lui disait « je suis malade », répondait « je la suis également ». Et quand on lui disait « ben non, parce que maintenant on ne dit plus « je la suis », il faut dire « je le suis », elle répondait que non, elle aurait l'impression d'avoir de la barbe. Et donc, jamais on redira « je la suis », ça c'est évident, mais ça veut quand même dire, regardez la souplesse qu'avait la langue avant et comment, oui, voilà, de ma façon
artificielle et voulue et vraiment politique, on a modifié notre manière de parler. Et ça a été pris comme une décision. C'est pas la langue naturellement qui a évolué vers cette masculinisation. Et les noms de métiers féminins existaient au Moyen-Âge. C'est très beau. Il y avait des enlumineresses. Des orfèvresses, des maréchales ferrantes. Enfin, oui, tous les noms de métiers étaient déclinables au féminin sans aucun problème. Moi, j'ai découvert les chevaleresses. Et j'étais là, chevaleresses, ça veut dire que il y en avait. Et oui, il y avait des chevaleresses au Moyen-Âge. Et donc, évidemment, il y a une concomitance entre le fait de faire disparaître un terme. Catherine Bernard, c'est grâce à elle notamment qu'on a retrouvé le terme autrice, parce que dans les registres de la Comédie Française, elle est notée comme autrice à l'époque. Et donc, Aurore Evin a fait des recherches dessus. Donc, elle a découvert le terme autrice en même temps qu'elle découvrait Catherine Bernard. Et donc, évidemment, effacer le terme autrice, ça fait aussi disparaître les femmes qui écrivaient. On se dit, non, elles ont commencé à écrire bien plus tard. Digli, il y a une poétesse, mais aussi artiste, qui, alors je peux l'avouer, je crois que c'est ma préférée du recueil, c'est Claude Cahun. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça fait écho à tous les débats aujourd'hui autour de la non-binarité, du neutre. Et d'ailleurs, pour la qualifier, vous employez le YEL. Est-ce que vous pouvez vous dire quelques mots sur Claude Cahun ? En effet, la première fois que j'ai parlé de Claude Cahun, je l'ai genré au féminin. Je revenais d'une expo qui lui avait été consacrée. Je ne m'étais pas posé la question. Pour moi, c'était une femme artiste, c'était une photographe. Donc en effet, je l'avais genré au féminin, et notamment sur mon Inktober, sur mon Instagram. Quelques personnes transgenres m'ont dit... c'est peut-être pas très habile, parce que peut-être que... Bon, et je m'étais posé la question. Et en fait, en me plongeant vraiment dans son œuvre, en lisant son texte, Ave non avenue, mais en effet, c'était évident, et notamment un vers que je cite en plus dans le livre, qui est « Neutre est le seul genre qui me convienne ». Il y a même un passage où elle du coup... j'ai perdu le mot, mais s'attriste du fait que le neutre n'existe pas dans la langue française, et qu'en anglais, il n'y aurait pas besoin de se genrer en fait au moment de parler de soi. Donc oui, ça me paraissait évident au moment de rendre ça pérenne et de faire un livre. En plus, le pseudo choisi, Claude, est volontairement un prénom épicène. C'est Lucie, son prénom de naissance. Et donc c'est vraiment un binôme avec sa compagne aussi, dont le pseudo était Marcel Moore. Suzanne Malherbe. Voilà. En fait, il y avait vraiment, en effet, je crois qu'elle meurt juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans les années 50, et il y a une modernité incroyable qui, je trouve, rejaillit dans les poèmes en l'occurrence, et dans tout le travail de photographie, où là il était question de vraiment jouer sur l'identité de genre et de jouer sur l'autoportrait. Donc oui, c'est des considérations qui sont extrêmement actuelles, mais je dirais aussi qu'il y a Hilda Doolittle, HD, qui aurait rêvé d'être androgyne, d'être hermaphrodite. C'est le mot qu'on emploie, mais qu'on emploie aussi dans la magie, c'est l'être parfait. C'est-à-dire que pour elle, qui était bisexuelle, ou je pense plutôt même pansexuelle, on pourrait dire, un jour, elle écrivait sous le nom de HD, donc ses initiales, qui étaient du coup non genrées. Et elle publiait ses premiers poèmes qui ont eu énormément de succès dans un courant qui s'appelait l'imagisme. Et un jour, l'un de ses collègues, poète aussi, écrit un article à son sujet et la genre au féminin. Et là, elle lui écrit une lettre catastrophée où elle lui dit « Tu m'as condamnée ». Parce que jusque-là, je n'avais pas d'identité, je n'étais pas genrée en fait. Et je pouvais être cet être et passer de l'un à l'autre, et je pouvais être la muse ou le chevalier. Et elle l'a pris vraiment comme une trahison suprême. Et derrière ces femmes qui empruntent des pseudos d'hommes, Gérard Deauville la première, au départ, elle signait ses poèmes de 3 petites astérisques. Et puis un jour, on lui a dit non, mais quand même, faut qu'il y ait un nom. Et elle s'est dit bon, elle a cherché. Et c'est le prénom d'homme qui est venu. Mais parce que si c'était une femme qui signait ses poèmes, déjà à l'époque, ça allait être considéré, regardé d'une façon déjà biaisée. Est-ce que c'est au XIXe siècle que les sphères masculines et féminines se séparent, de manière très, très, très claire ? Parce que par exemple, il y a tout un travail autour du vêtement.
et qui indique, qui ultra féminise les femmes et qui ultra masculinise les hommes. Enfin, on dit voilà, là il y a deux sphères séparées. Alors c'est au 19e siècle que c'est un Anglais qui va théoriser ce qu'on appelle la théorie des deux sphères, qui est en gros que, mais pareil, qui est dit. Alors moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Libéré, où j'avais l'impression d'avoir réfléchi pendant des mois pour dire un truc qu'un mec avait théorisé au 19e siècle. On se dit, ah ouais, non mais c'est ça qu'on voulait dire. C'est en gros que l'espace féminin, c'est celui de la maison, et que tout l'extérieur, c'est l'espace des hommes. Et alors, toujours un petit point biologique important, puisque les organes génitaux féminins sont à l'intérieur, donc elles sont, voilà, et alors que l'homme, c'est à l'extérieur, donc il va vers le monde, quoi. C'est important, la biologie, ça sert toujours tous les discours. Et ce qui est certain, c'est qu'au 19e, on est vraiment sur un siècle où, qui va avoir deux fonctions déjà, qui va être très très négatif pour les femmes, ça c'est sûr, en se servant de la science à chaque fois, parce qu'il va y avoir des progrès scientifiques, et donc on va pouvoir justifier avec ce genre d'argument anatomique l'exclusion des femmes. C'est-à-dire, on lit vraiment, enfin les hommes politiques français le disent sans aucun problème, les femmes ne peuvent pas faire d'études parce qu'elles ont une tête plus petite, et donc on peut mécaniquement y mettre moins de choses. Et elles vont être malades, quoi. Et en fait, c'est pour leur bien, parce que si elles font des études, si elles lisent, elles se rendent malades. Et d'ailleurs, regardez, elles s'évanouissent tout le temps. Alors, le fait qu'elles soient enfermées chez elles sans faire de sport avec des corsets, bon, vous pouvez effectivement expliquer les choses, mais... Et donc, il y a vraiment toute cette théorisation. Et l'autre chose qui va se passer, c'est que on va par exemple vraiment sur notre sujet de ce soir, on va structurer, donc fin du 19e, l'école de la République, les manuels scolaires, et ça c'est quand même super important. Et quand on va les faire, on va faire les annales littéraires, les annales historiques, et on est tellement convaincus que la place de la femme à l'époque, c'est biologiquement d'être à la maison, que c'est naturel, on se dit qu'elles ont toujours été à la maison. Et que comme elles ont une petite tête, elles n'ont évidemment jamais lu de livres et jamais écrit, etc. Et les femmes en histoire, si on ne les cherche pas, on ne les trouve pas. Et ils ne vont pas les chercher. Ils vont partir du principe qu'elles n'ont rien fait, à part George Sand. Le point George Sand, le point Catherine de Médicis, c'est Jeanne d'Arc, et hop, c'est bon, on a la totale, quoi. Et donc, ils ne vont pas chercher, et ça va structurer en réalité un savoir institutionnel que nous, on va apprendre encore au XXe siècle à l'école. Et il y a très peu de différence. En fait, les programmes scolaires reflètent vraiment, enfin moi, de ce que j'ai appris, c'est sans doute moins le cas maintenant, reflètent l'idéologie du XIXe siècle. Donc, il n'y avait pas eu de reine vraiment importante, il n'y avait pas eu de femmes dans l'armée française, c'est faux. Enfin, voilà. Et il y a aussi, typiquement, la préhistoire. C'est le moment au XIXe où on découvre la préhistoire, où on commence à étudier cette période, et pareil, on se dit, oui, mais les femmes, biologiquement, elles restent dans la grotte à s'occuper des bébés, quoi. Donc, elles ne pouvaient pas participer aux chasses. Alors que c'est faux. Et maintenant, mais ça nous a fait prendre un énorme retard, parce que maintenant, toutes les historiennes sont obligées d'aller chercher les femmes, d'aller chercher les sources, de vérifier, donc de déconstruire leurs propres présupposés, et de se dire, alors, en vrai, qu'est-ce qu'on sait ? Sur la préhistoire, je peux vous le spoiler, on ne sait rien, en fait, on ne sait pas. Mais voilà, ça nous a vraiment, le 19e, à scléroser un état des connaissances faux et auquel on continue d'adhérer et qu'on ressent encore beaucoup dans les discours. On ne sait rien sur la préhistoire, mais il y a quand même des découvertes, comme par exemple des armes qui ont été découvertes dans des sépultures de femmes. Oui, alors ça c'est plus pour les Amazones. Oui, on va trouver, mais en fait la préhistoire c'est tellement vaste et c'est impossible de faire une généralité sur la préhistoire. En fait, ça n'a pas de sens de dire les femmes à la préhistoire. Non. Alors, on va dire les femmes au paléolithique de telle époque, dans telle zone géographique, a priori occupaient telle fonction. Mais voilà, c'est moins sexy, quoi. C'est au moins intéressant, je trouve, de faire des hypothèses. C'est-à-dire qu'avec nos présupposés, ces hypothèses, jusqu'à une période récente, on ne les faisait même pas. C'est-à-dire qu'on ne se demandait même pas est-ce que c'était potentiellement des femmes qui avaient peint les grottes. Voilà, ça c'est l'exemple typique. Mais oui, la grotte de Lascaux, de se dire, forcément, c'était des hommes qui les avaient peintes. La question ne se posait pas. Chose qu'on n'a jamais imaginé que ça pouvait être des femmes. Et en vrai, on ne sait pas. Non, on sait que les femmes étaient présentes dans les grottes. Voilà, on a les traces de pas. On sait qu'elles ont mis leurs mains sur les parois et qu'elles ont fait le contour de leurs mains. De là à penser qu'elles auraient peint des bisons. Non, on ne peut pas aller trop vite non plus. Mais en vrai, on ne sait pas.
Donc il faut arrêter de mettre et c'est encore le cas, j'ai des enfants, donc je regarde les livres d'histoire pour les petits, et à chaque fois, quand ils font les dessins des hommes préhistoriques, c'est effectivement des hommes qui sont en train de... Ce que j'allais dire jusqu'au terme homme préhistorique, on dit très peu femmes préhistoriques, et on les visualise très peu. Oui. Moi, je milite pour humain préhistorique, mais le musée de l'homme, enfin bon, bref, on va pas lancer ce débat-là, mais enfin le musée de l'homme, quoi. Est-ce que les rayons poésie des librairies ont beaucoup changé depuis que vous avez entrepris ce travail ? Oui. Enfin là, vraiment, je peux pas dire le contraire. En 2017, quand je démarre la recherche, vraiment, en librairie qui ne soit pas librairie d'occasion, c'était vraiment hyper rare de tomber sur des poétesses, ou c'était toujours les mêmes. Et très peu de contemporaines, donc très peu aussi de maisons d'édition différentes mises en avant, à part la NRF. Donc oui, au départ, j'allais dans des sombres rayons oubliés et je faisais des photos, je me rappelle à l'époque, des rayonnages, en me disant, bah voilà, encore que des mecs. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que le livre s'inscrit dans une sorte de vague, une sorte de mouvance plus grande, où d'une part, la poésie revient. Donc on a vu des phénomènes tels Rue Picor, pour citer qui est la plus connue, mais qui est écrit en anglais, mais qui est arrivé jusqu'à nous. Et d'un coup, ça a revalorisé, ça a redonné un peu un attrait pour la poésie. Il y a des maisons d'édition, notamment l'Iconoclaste, qui a créé une branche, l'Iconopop. Il y a Cécile Coulon qui s'est mise aussi à publier de la poésie, enfin en tout cas à diffuser de la poésie aussi. Donc il y a comme une créature qui revient de poésie et qui, il me semble, intéresse aussi les femmes. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans ma communauté qui m'ont dit, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question, là non plus, de est-ce que des femmes avaient écrit des poèmes. Et quand là, je livre certains poèmes, par exemple sur la fausse couche ou sur un accouchement ou sur un regard sur le corps qui n'est pas du tout un regard d'homme déjà, et un regard sexualisé, ou quand il est sexualisé, il peut passer, je pense à Joyce Mansour, par des choses d'un corps matrice, elle parle de son sang visqueux, elle parle des poils sur son ventre, c'est des détails qui n'auraient peut-être pas été mentionnés dans le cadre d'un male gaze, comme on peut dire. Donc là, je vois, il y a plein de parutions nouvelles, et d'ailleurs, mon livre est déjà caduc, parce que certaines des poétesses, par exemple Audre Lorde, je me disais, mais bon sang, mais quand est-ce qu'on aura les poèmes d'Audre Lorde ? C'est arrivé, La Licorne Noire, ils sont disponibles en édition bilingue. Christina Rossetti, Les Belles Lettres viennent de reparaître son Marché des Gobelins. Donc on vient de rééditer aussi les lettres de Anna de Noailles à Proust. Il y a les lettres de Nathalie Barnet et Liane de Pougy. Donc en fait, au fur et à mesure, déjà moi que j'écrivais, je voyais des choses arriver. Et là, depuis que le livre est sorti, et même quasiment en même temps, il y a Lettres aux jeunes poétesses aussi qui vient de paraître, qui paraît quasiment en même temps, qui sont des poétesses contemporaines qui s'adressent à celles qui aimeraient écrire de la poésie. Il y a quelque chose qui est venu cristalliser une forme de lutte pluridisciplinaire, parce qu'une lutte de revalorisation de ce genre un peu oublié. Et moi, je me souviens très bien que pendant les 2 ans où j'ai cherché désespérément une maison d'édition, où je pensais que ce serait beaucoup plus facile, on me disait avec un peu de crainte, oui, mais la poésie, ça ne vend pas. Et moi, de penser très, très sincèrement que peut-être ça ne vendait pas parce qu'elle n'était pas revalorisée, parce qu'elle n'était pas reprise, parce qu'elle n'était pas remise en avant, et que l'aspect un peu universitaire des parutions qu'il y avait à l'époque pouvait être un peu dissuasive aussi. Il fallait... Et moi, j'aimais beaucoup l'idée de l'objet livre. Là, je fais rien de révolutionnaire, je m'inscris vraiment dans une tradition. Et à la période Dada, il faisait beaucoup ça, jusqu'au surréaliste, d'associer le dessin à la poésie. Je trouve que c'est une belle... Déjà, moi, c'est un exercice que j'adore, de dessiner d'après des poèmes ou un portrait. Et puis, c'est une forme de vulgarisation, c'est une porte d'entrée, l'image aussi. Donc moi, j'étais heureuse de défendre ce projet, mais force est de constater que c'était extrêmement difficile de lui trouver une place. Et quelle joie de le faire dans une maison indépendante qui, finalement, porte ses valeurs mieux que personne. Mais je me souviens d'une sorte de petite peur, oui. Et que là, je ne retrouve pas du tout les rayons. Quand mon livre est mis en avant pour une rencontre, les tables sont débordantes de recueils de poésie et de poétesses, donc c'est un bonheur. C'est un bonheur et en même temps, Titu Lecoq, il faut quand même rester vigilante. C'est la fin de votre livre. Vous dites, voilà, ce mouvement post-MeToo, c'est formidable, c'est très encourageant, mais les femmes, à d'autres périodes de l'histoire, ont été effacées, donc il ne faut pas baisser la garde.
Oui, il faut pas. Enfin, c'est même à rien n'est gagné pour l'instant. C'est-à-dire que on est dans un. Je suis d'accord effectivement sur les libraires. Chez les libraires, les tables débordent, c'est super. Enfin, il se passe un truc. Mais moi, je reste convaincue. Là, on est sur de l'initiative individuelle en fait. C'est, voilà, les gens vont se dire « Ah tiens, j'ai envie d'aller à la maison de la poésie, assister à machin ». Mais ça part des gens et voilà, d'une appétence et d'une envie. À un moment, cette envie peut passer. Et donc, c'est là où vraiment, pour moi, l'enjeu, c'est l'école. Parce qu'en fait, l'école, c'est ce qui va faire une culture générale, quoi. Un terreau, c'est ce qui va vous dire, voilà, les grands auteurs ou les grandes autrices, les voilà, qui va vous raconter l'histoire de France. Et c'est là, il faut qu'on arrive à... Il y a un truc un peu horrible, j'avais cette discussion avec une libraire, on regardait c'était super, tous les bouquins féministes, on disait c'est génial, et puis on s'est regardé, on disait ouais mais dans 5 ans. Et elle a eu ce mot terrible et qui est hyper juste, elle m'a dit ouais parce que moi j'ai vu ça avec la permaculture il y a 3 ans. Et féminisme is the new permaculture, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a 3-4 ans, les librairies, il n'y avait que des bouquins sur la permaculture. Et toutes les maisons d'édition sortaient un bouquin sur la permaculture. La permaculture pour les enfants, la permaculture du dimanche, enfin bon. Et voilà, et on sait, c'est super, on en profite en ce moment et c'est génial, mais il faut en profiter pour réussir à rester un peu. Et moi, je vois vraiment que ça, que le manuel scolaire. Et en gros, pour vous expliquer, dans l'éducation nationale, il y a 3 niveaux. Il y a les programmes. Pour l'instant, les femmes, c'est pas leur priorité, on va dire. Après, il y a les manuels scolaires. Donc, on leur donne en histoire le programme et le manuel va choisir. Alors, par exemple, je sais pas, le pouvoir féodal, ils peuvent se dire, bah tiens, nous, on va le traiter sous l'angle d'une seigneuresse. Mais c'est un choix du manuel et après, c'est les directeurs d'établissement vont se dire bah, cette année, on prend le Hachette, le Hatier ou le livre scolaire, qui est un livre fait par des profs justement dans une optique beaucoup plus mixte. Et puis ensuite, au dernier échelon, bah, il y a les profs qui doivent respecter le programme et qui, s'ils ont envie de faire une séquence en mettant en avant des femmes, ça va leur demander énormément plus de travail. Parce qu'il faut penser entièrement sa séquence, parce qu'elle n'est pas fournie telle qu'elle, ni par le ministère, ni par le manuel. Alors ça demande aussi plus de travail aux élèves. J'avais eu cet exemple sur Catherine Bernard, il n'y a pas très longtemps, 2 jeunes filles qui viennent me voir, qui me disent oh, bah, nous, Catherine Bernard, on connaît par cœur. Hein. Bah, c'est bien, super, mais comment ça se fait? Vous avez notre prof de français en première, elle nous a forcé à étudier Catherine Bernard. Je sais, mais ça vous a pas plu, c'était pas bien. Je dis non, mais c'était vraiment pas juste. Et je sentais vraiment la révolte de la lycéenne qui a une certaine idée de la justice sociale et qui se dit c'était pas juste. Et je fais mais je ne comprends pas. On me dit parce que quand vous avez une disserte à faire sur Catherine Bernard ou une disserte à faire sur Corneille, et ben c'est pas pareil sur Internet. Je fais waouh. Et ben oui, mais et de fait, et donc elles trouvaient vraiment qu'elles avaient été pénalisées dans leurs notes parce qu'elles n'avaient pas pu aller pomper les fiches Wikipédia, quoi. Donc voilà, et je m'étais dit, mais en même temps, super argument pour les profs. Vous voulez un peu vérifier arrêtez de donner du Corneille, donnez du Catherine Bernard. Donc voilà, donc tout ça pour dire que on est sur des initiatives individuelles et c'est super. Je t'en félicite, c'est formidable. Mais il faut réussir à aller au-delà et à un moment, et ça passe par le politique. Mais en tout cas, je pense que vos 2 livres peuvent aussi être mis entre les mains de collégiens, de lycéens. Voilà, ça peut aussi être des outils intéressants. Merci à vous 2. Je rappelle les titres de vos livres. Digli, Je serai le feu, paru aux éditions de La Ville brûle. Titiou Lecoq, Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. C'est à l'Iconoclaste. Et puis on vous invite tout de suite à une séance de signature dans le hall de la Maison de la Poésie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'ai un mot.